Donc, alors, on a progressé depuis la dernière fois. On a un calendrier avec un schedule et tout ça. Donc, il y a un petit lien à taper. Là, vous faites New Calendar Subscription et voilà. Puis comme ça, vous l'aurez dans votre calendrier et ça sera mis à jour automatiquement. OK? Donc, on a un petit schedule. La semaine prochaine, c'est Django Test Best Practices, demandé par Alix. Vivien animera la Tech Talk 14 avec le Continuous Delivery avec Fastlane. Là. Ensuite, les promises iOS Android. Suivront l'équivalent de la talk de ce soir, mais version Android. Je préfère les séparer. On s'était posé la question la semaine dernière, mais je préfère faire comme ça. Ensuite, un petit point sur ce qui va remplacer Core Data TableView. Et d'ici le 22 février, ça sera mis en prod, donc ça sera un point important. Donc, oui. Tu as noté la proposition que j'ai faite? J'ai vu la proposition, mais on en parle si tu veux à la fin entre nous pour savoir. Mais elle n'est pas dans le planning, mais elle pourra y être. Ce soir, quand est-ce qu'on utilise les table view, les stack view, les collection view ou on fait le manuel, le layout à la main? L'idée, c'est de vous donner des éléments de réflexion. C'est des règles, on va dire générales. Il y a toujours des cas particuliers. Donc, à chaque fois, vous êtes libre arbitre. Mais en tout cas, moi, je vous donne des clés que j'utilise pour savoir, bon, là, est-ce que je vais faire un table view, une stack view ou autre. Donc, le table view, il faut le voir comme la liste des contacts sur l'appli iPhone, contact list. C'est quand on veut faire quelque chose qui ressemble à ça, il faut utiliser TableView. Ça, c'est le premier cas d'usage. C'est plus facile d'utiliser que la Collection View. C'est une des raisons. On verra tout à l'heure quand on s'intéressera à la Collection View de pourquoi on utilise un TableView et pas toujours une Collection View. Donc c'est plus simple quand c'est ça qu'on veut faire, donc un truc qui scrolle dans un sens, dans le sens vertical. Faut pas systématiquement prendre des Collection View. Le layout, il n'est pas très flexible. C'est qu'une variation par rapport à ce qu'on a ici. On ne peut pas faire, par exemple, un scroll horizontal. On a une très très bonne performance de scroll. Donc normalement, le scroll, il est à 60 fps sans broncher. Sauf si on fait des choses trop compliquées, des layouts trop complexes dans les cellules. Et encore, quand on fait ça, il y a des techniques pour mettre en cache les layouts et normalement le scroll ne doit pas poser de problème. Deuxième cas d'usage, les formulaires. Donc, quand on a un formulaire, c'est assez intéressant d'utiliser un table view. Pour deux raisons. Premièrement, on a une scroll view qui encapsule tout ça. Et donc, on a un contenu, un écran qui va s'adapter au contenu, qui peut changer en fonction de ce qu'on rentre. Et surtout du clavier qui monte et qui descend. Quelque chose qu'on ne sait pas forcément, c'est que dès qu'on hérite de UI Table View Controller, on a la gestion de la view qui est ici, qui est automatique par rapport à l'apparition et à la disparition du clavier. Si on n'hérite pas de UI Table View Controller, il faut faire cette gestion à la main. Ce qui peut vite être source de bug, parce que la taille du clavier, par exemple, ne peut pas être codée en dur, suivant les langues. Depuis quelques versions d'OS, on a des claviers custom, etc. Donc on ne peut pas juste dire si le clavier se monte, voilà. Et c'est UI Table View Controller résout ce problème-là. Je vous recommande d'utiliser des cellules statiques dans ce cas-là. Des cellules statiques, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas les systèmes de recycler view, de recycle des cellules, de reuse pardon, en iOS, parce que la gestion des états, elle est juste presque impossible. Par exemple, si ici j'ai un text field avec le curseur qui est dedans,
je scrolle parce que j'ai encore un formulaire en bas, ma cellule, elle va sortir de l'écran. Donc, elle va être reusée. Et quand elle va être reusée et que, par exemple, j'avais le clavier monté et que je fais le scroll, on va faire le resign du first responder sur le text field qui est ici. Du coup, le clavier va descendre. Et c'est probablement pas ce qu'on veut. On veut que si on remonte et qu'on redescend, eh ben le text field soit encore, ait encore le focus et que le clavier soit encore là. Faire ça tout en gérant le reusable cell, c'est vraiment impossible. Sur le cas des formulaires, on a rarement des milliers de champs dans un formulaire. On peut en avoir 10, on peut en avoir 20. Et encore 20, je pense qu'on commence à être pas loin de la limite. Donc l'impact en termes de performance à utiliser des cellules, initialiser toutes les cellules, les 20 cellules dans le view did load, il est à peu près négligeable. Et comme ça, chaque cellule, chaque UI table view cell a son état qui ne change pas quand je me mets à scroller. Il y a des libs qui permettent qui sont des form builders, c'est-à-dire qui génèrent ce genre d'UI là. Donc Eureka, ça marche pas trop mal. La difficulté de ces libs-là, c'est comme toujours, c'est tant qu'on est dans le cas qui a été prévu par le développeur, tout va bien. Et dès qu'on veut sortir du cas, ça devient un peu plus compliqué, voire impossible. Mais si vous voulez prototyper un GUI et un formulaire, prenez ça. Et de toute façon, si vous avez besoin des besoins spécifiques après, vous jetez le code qui ne vous a pas coûté très cher à faire et puis vous repartez là-dessus. Oui. C'est réservé à UI Table View Controller ou est-ce que Data Source et Delegate ça suffit à la gestion du clavier? J'ai pas compris. Est-ce que tu es obligé d'hériter de UI Table View Controller? Oui. Qui implémente le Data Source et le Delegate. Tout seul. UI Table View Controller, c'est un UI View Controller qui est un Table View et le View Controller est Data Source et Delegate. Oui, d'accord. Mais est-ce que tu peux pas avoir un UI View Controller normal Avec un Table View? Avec un Table View qui n'implémente pas explicitement UI Table View Controller? Tu n'as pas la gestion du clavier automatique. Stack View. Stack View, ça correspond au linear layout dans Android. Donc en Android, c'est celui qu'on utilise beaucoup. Il est disponible depuis iOS 9. Une des raisons pour lesquelles on n'utiliserait pas, c'est qu'on target encore iOS 8. Lui, on va beaucoup l'utiliser pour faire des layouts de cellules et de collection view cell. Et quand on va l'utiliser pour un écran complet, c'est soit quand c'est en général quand c'est un plein écran qui n'a pas de scroll et qui n'a pas de clavier. Si jamais vous dites, bon bah finalement je le fais scroller, je ne veux pas passer par une table view et tout ça, je vous conseille cette lib-là qui est Keyboard Avoiding Scroll View, qui vous crée une scroll view dans laquelle vous mettez votre stack view, qui va automatiquement resizer son content size en fonction du clavier qui monte et qui descend. Grosso modo, si vous mettez une scroll view avec ça, enfin vous utilisez ça à la place de la scroll view, vous n'aurez plus trop de problèmes avec les claviers. C'est pas système? Non, c'est une lib qui est sur CocoaPod. Il y a toujours un bordel à gérer la content size de la scroll view. Parce que la content size, elle est déclarative et la taille du stack view, elle dépend des contraintes. Donc, ça marche plus ou moins bien. C'est pour ça que cas d'usage privilégié, c'est un écran qui n'a pas de scroll, qui n'a pas de clavier. En termes de performance, insérer des stack view dans les cellules d'une table view, ça peut dégrader pas mal, non? Ça dépend de ce qu'on met dedans. C'est basé sur auto layout. Donc c'est équivalent à mettre ces différentes vues avec des contraintes en termes de complexité. La stack view, en fait,
elle définit implicitement des contraintes entre les différents éléments pour qu'ils soient plus... Tu dis, bah, je mets des éléments dans ma stack, je mets des règles, savoir s'ils s'expandent ou s'ils ne s'expandent pas, s'ils sont centrés, etc. Comme on fait dans Android, sur le layout, le linear layout. Et la stack view génère les NS layout constraints pour que AutoLayout puisse faire le layout correctement. Donc dans les cellules, c'est une question... C'est que c'est pratique, c'est ça? C'est une question de maintenance. Mon expérience avec un Xib qui est plein de contraintes, vous me direz si c'est la même pour vous, c'est que si je veux rajouter une view dedans, en général je pète toutes les contraintes, je ne m'en sors pas, donc je vire tout ce qui est contrainte, je rajoute ma view et je remets toutes les contraintes. Donc c'est faisable, mais c'est pénible. Et si les contraintes elles sont référencées dans le view controller et qu'on a des actions spécifiques dessus, alors là, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. La stack view, on n'exprime pas ces contraintes-là. Les contraintes sont calculées. Donc du coup, quand j'ai une cellule où j'ai par exemple une image et un label, je vais dire c'est une stack view, je mets une image, un label, aligné à gauche. Si je rajoute à droite un bouton, je vais rajouter un bouton aligné à droite dans ma stack view. Et je ne viens pas modifier les autres contraintes. Alors que si je n'ai pas les stack view, je suis à peu près sûr que je suis obligé de modifier une des contraintes dans le Xib. Donc il vaut mieux faire de la composition de stack view pour faire des layouts un peu complexes que donc une stack view d'une stack view, plutôt que d'avoir des contraintes à n'en plus finir. La collection view. La collection view peut faire beaucoup plus que les grid views. Les grid views, c'est ce qu'on voit dans l'appli photo par exemple, ou ce qu'on voit là. C'est une abstraction pour afficher une collection d'objets. Donc dès que vous avez une collection d'objets à afficher, on peut penser collection view. Il y a une dissociation entre la gestion des données et la gestion du layout. Les deux sont implémentés de manière différente. La partie GUI est implémentée dans un layout. Et le layout peut faire ce qu'on veut. Je ne sais pas si vous avez tous vu l'appli que j'avais fait pour les télécoms où on avait les fourreaux qu'on pouvait déplacer, etc. Non, ça vous dit rien? C'est pas avec l'immeuble là, les morceaux d'immeuble? Si, c'est ça, ouais. Mais pas la partie immeuble, la partie fausse. Oui, si. Et donc, le layout, il était basé sur le moteur physique d'iOS. Et il choisissait lui-même où placer ses éléments en fonction d'un jeu de contraintes exprimé avec des ressorts, etc. Et ça, c'est une collection view derrière. Conceptuellement, j'avais des ronds à afficher, et les ronds, j'en déplaçais un, ça devait pousser un autre, etc. Ça reste une collection de ronds. Maintenant, comment elle est affichée? C'est le layout qui fait ça. Donc c'est quelque chose d'extrêmement bien foutu, extrêmement puissant. Tout ce qu'on peut faire avec un table view, on peut faire avec les collection view. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on fait comme ça qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que c'est plus compliqué à faire avec une collection view qu'avec une table view. Par exemple, si je reviens sur mon table view, ça se fait avec une collection view. L'index là à droite. Mais c'est pénible à faire. Pareil, le séparateur de section qui reste en statique quand on scrolle, ça se fait avec une collection view sans problème. Mais c'est du temps. Vous l'avez déjà avec TableView. C'est pour ça que TableView, il faut vraiment penser à cette appli, ou l'appli mail, avec la liste des mails. Et si c'est à peu près ça qu'on fait, c'est le moyen le plus rapide de le faire. Par contre, si c'est quelque chose de plus compliqué, Collection View est la solution. Mais vous allez y passer 2 fois plus de temps que dans TableView. Par exemple, l'effet de sélection d'une cellule,
il n'est pas géré nativement par Collection View. Donc par défaut, vous appuyez sur la cellule, l'effet highlighted n'est pas répercuté. TableView, ça l'est. On doit manager carrément tout notre layout. Non, alors il y a des layouts qui sont fournis par le système. Donc le flow layout, c'est celui qu'on voit là. Donc le flow, ça veut dire que ça va là, puis après ça repart là, quoi. On en trouve sur CocoaPod des layouts avec différents niveaux de qualité, hein, comme d'habitude. Donc il n'y a pas tout à faire. Si vous faites une variante d'un flow layout, vous pouvez hériter de flow layout et puis implémenter les 2-3 trucs qui vous intéressent. Mais ça reste un boulot, quoi, qu'il n'y a pas à faire quand on veut faire une table view. Alors, layout manuel. J'entends par layout manuel, auto-layout. Le cas d'usage, c'est quand on n'a pas la stack view. C'est-à-dire 90% du temps, si on target iOS 9 en minimum, on devrait pas utiliser auto-layout directement. Maintenant, la réalité est qu'on a souvent du iOS 8 à supporter, donc on n'a pas stack view. À chaque fois qu'on va faire une contrainte dans Interface Builder, hein, on se met un caillou dans la chaussure de la maintenance. Ça, faut être conscient. Hein. Plus les règles de contraintes vont être tricky, plus ça va être compliqué à gérer, et le prochain mec qui va passer, il va probablement tout bazarder et tout remettre. Donc c'est une nécessité quand on n'a pas les stack view. Maintenant, si vous avez beaucoup de projets sur iOS 8, je sais qu'il y a des ports de stack view qui ont été amenés sur iOS 8, donc des réimplémentations. Les quelques-unes que j'avais essayées il y a 1 an ou 2 n'étaient pas terribles, mais ça a peut-être évolué, parce que vraiment en termes de maintenance, stack view c'est un autre ordre. Tu l'as testé déjà? De quoi? Les stack view? Ouais. Bah, disons que sur tous les projets qui sont iOS 9 minimum, donc par exemple ce que je suis en train de faire sur ma voiture moins chère, hein, c'est ça. Hein. C'était pour ça que tu avais déjà testé. Si on regarde le code d'essence aujourd'hui, il est iOS 8, donc on n'a pas les stack view. Mais je vais le faire passer à iOS 9 dans les mois qui viennent, là, avec ma voiture moins chère. Et toute la partie refactoring, quand je vais retravailler sur les features un peu historiques, je vais bazarder les contraintes et repasser. J'en ai utilisé un peu pour les vendeurs de sandwich, pour des choses qui avant avaient besoin de vues séparateurs, par exemple pour distribuer de manière équivalente plusieurs éléments. La stack view, elle a un mode comme ça. Les weights, comme les weights Android, non? Ouais, c'est ça. Avant, tu étais obligé de mettre des vues de séparation, de jouer sur les contraintes dans le code. Et tout, pour que D'accord. ça se redistribue si tu ajoutes des éléments. Donc, dans votre démarche, il faut vraiment dire que auto-layout c'est bien, mais ça va devenir l'exception. Et tout ce qu'on peut faire en stack view. Voilà. Après, encore une fois, il ne faut pas utiliser des stack view alors qu'il y aurait juste une contrainte à mettre. Mais s'il y a un truc comme ça à exprimer, il s'exprime mieux en stack view. Il y a une première stack view qui contient 2 éléments. C'est un élément en haut et un élément en bas. Le premier élément étant une autre stack view qui est horizontale, qui contient ces 2 éléments. Ce qu'on aurait fait sur Android. Oui, Ouais. Il faut vraiment réfléchir comme ça. Et ça, c'est vachement plus simple à maintenir que définir une contrainte. Parce que si on veut rajouter un élément en bas, bonne chance. Et c'est bien intégré dans l'interface Builder. Si vous faites du auto-layout, il y a une lib qui s'appelle Pure Layout, dont je pense vous avoir à peu près tous parlé individuellement, mais bon, je rabâche, qui a une notation pour définir les contraintes qui est vachement plus simple que les notations d'Apple.
Apple, il propose soit quelque chose de très impératif, où voilà, j'instancie ma contrainte, je lui mets ces 4 paramètres et je l'associe à un objet, ou soit il y a un langage ASCII de contrainte, mais qui est imbitable, c'est le visual format, je ne sais plus comment ça s'appelle. Bon, ça c'est un métier quoi, de le connaître. C'était amazing. C'était amazing. Je suis pas sûr d'avoir applaudi quand j'ai vu ça. Hein. Mais Pure Layout, c'est un bon juste milieu. Là, ça reste du code, mais du code vachement plus explicite. Par exemple, si vous voulez avoir une vue qui a une marge de 10 pixels sur sa super vue, bah, c'est une ligne dans Pure Layout. Quoi. Au lieu de définir 4 contraintes, un truc de 25. Quoi. Il reste le layout explicite. Le layout explicite, c'est quand on implémente la méthode layout subviews. Ça, je souhaiterais que ça disparaisse du code qu'on écrit. Ça devrait être vraiment l'exception quand on a un problème de performance, etc. C'était la frame et tout ça c'était la frame et puis réagir à... Enfin, implémenter dans les UI View le layout subviews. Moi, je l'ai fait récemment, c'était pour les graphes. Pour positionner des éléments. Alors, les graphes, c'est un peu à part. Peut-être. Oui, parce que exprimer une courbe par des contraintes, je pense que non, c'est pas une bonne idée. Mais ce qui n'est pas une bonne idée à utiliser layout explicite, c'est de dire voilà, j'ai un label. À droite du label, une fois que je l'ai affiché, je compte 3 pixels, enfin 3 points, et je mets un autre label, et puis je set la frame de ce label, etc. Ça, c'est ce qu'on faisait avant AutoLayout. Et on avait beaucoup de mal à le faire, et donc ça, il n'y a plus vraiment de raison de l'utiliser. Et alors, dans quel cas pourrions-nous avoir besoin d'utiliser ce truc-là? Dans le cas où Le layout subviews. Layout subviews est à peu près, suivant les cas, mais à peu près 10 fois plus rapide que AutoLayout. D'accord. Donc tu n'utilises pas AutoLayout et tu utilises le layout subview. Mais c'est aller... Enfin, il ne faut pas optimiser avant d'avoir rencontré le problème, c'est ce que je veux dire. C'est que vraiment... Voilà, vous essayez de faire le truc, ok, vous avez des contraintes, elles sont trop complexes, ok, est-ce que StackView ça résout le problème? Oui, non. Est-ce que je peux simplifier mon jeu de contraintes avant de bazarder AutoLayout? Je regarde. J'ai essayé tout ça, ça ne marche pas. Peut-être que je me poserai la question de faire un AutoLayout. Peut-être que je me poserai la question de faire les choses différemment aussi. Non, ou de simplifier, etc. Parce que autant c'est 10 fois plus performant, mais quand c'est bien fait. Quand c'est mal fait, ça peut être plus lent et des effets de bord. Non, pas forcément cracher, mais avoir des effets de bord que tu ne maîtrises pas. Quoi. Alors, j'ai fait un petit decision tree. Alors, vous allez me dire si... On va voir si vous avez bien écouté. Alors, si ça scrolle, pas, et que le clavier ne se monte pas, StackView si on a iOS 9 et plus, ou Manual Layout si on est en iOS 8 et moins. Le keyboard se monte. Donc StackView, non, on n'a pas de scroll là. StackView plus Keyboard Avoiding Scroll View. Et Manual Layout plus Keyboard Avoiding Scroll View qui permet de retailler l'écran sur un iOS 8 ou moins. Bon, si ça scrolle, si c'est un formulaire, TableView avec des cellules plutôt statiques, donc toutes initialisées dans le ViewDidLoad. Si j'ai 10 cellules dans mon ViewDidLoad, je peux les mettre dans un tableau, hein, mais je les initialise toutes, je n'utilise pas le reuse. Si ce n'est pas un formulaire, est-ce que ça ressemble à l'appli Contact? Oui. TableView. Et non. Collection View. Ah, c'est super ça.
Donc, j'utilise Collection View quand j'ai un truc qui scrolle, qui ne ressemble pas à contact et qui n'est pas un formulaire. Ah, il y a plein de cas d'usage. Hein. Une grille, pareil. Si on doute, on demande à Kevin. Il y a peut-être un autre élément qui pourrait faire pencher à la décision, c'est sur les animations de transition. Et je crois savoir que les Collection View possèdent quelques artifices qui permettent d'animer la transition d'un clic sur une cellule vers un vue contrôleur. Même aussi, ça peut, dans le message. Dans les messages, quand tu scrolles, tu as un effet de poids en fait. Le message, c'est une Collection View, c'est pas. Ouais, mais ça, c'est avec le flow layout. Bah, ça doit être un layout un peu. Mais tu peux pas avoir ça avec ouais. ta logo. Mais il n'y a pas ça dans Contact. T'es passé en contact, Voilà. mais dans les messages. Mais c'est ce que dit Vivien est vrai. On croit qu'on est dans une table view parce que c'est une suite verticale d'éléments, une colonne. Et il faut bien faire attention, quoi. On est à la limite là. Ouais, mais sauf que. Oui. Mais sauf qu'avec l'œil qu'on a, nous, de techniciens, quand on manipule l'appli Message, nous, on voit bien qu'il y a un effet d'inertie ou de je sais pas quoi. Et on se dit, il n'y a pas la même chose en contact. Les animations, pareil, il y a celle de TableView qui arrive gratuitement si vous les utilisez, et les insertions et tout ça. Si vous voulez les customiser, vous pouvez pas, quoi. Il y a maintenant une nouvelle API sur les cellules, les Custom Actions, qui permet de faire comme dans Mail, où tu peux rajouter au slide des actions. Oui, ça je l'ai testé déjà. Mais dans Collection View, on peut faire tout ce qu'on veut comme action, y compris celle-là. En fait, le faire par nous-mêmes. Il faut le faire par nous-mêmes. Une petite question sur le static cell. Oui. On t'a dit on les instancie dans le view did load. Oui. Donc on n'utilise pas le DQ. Non, on démarre ce mécanisme-là pour éviter d'avoir à gérer les états des cellules lorsqu'elles sont reusées. L'exemple. Quand tu load la cellule. View did load, à Lookinit. Enfin, à Lookinit, en Swift ça n'existe plus, mais. Tu Euro fais. for cell, at index, passe, tu donnes la cellule, tu returns la cellule statique. Ouais, que tu as stocké dans un tableau par exemple, par comme tu as exemple. dit tout à l'heure. Ouais. Mais comment tu l'instancies? View did load, c'est un constructeur sur la cellule. Et alors dans le cas un peu tricky, on va dire, où tu as un formulaire mais qui va changer d'état en fonction des choses que tu vas mettre, que tu vas remplir. Qui nous arrive assez souvent du coup. Voilà, c'est. Tu vas jouer probablement avec les sections qui vont. Tu peux jouer avec les sections. Moi, j'ai tendance dans ces cas-là à gérer, avoir des tableaux qui contiennent les cellules statiques. Et je rajoute des cellules à tel tableau, donc dans tel tableau, à tel endroit. Et en cas de doute, je fais un reload data du TableView. Et Moi, t'as ce mis que une je fais, c'est pause aussi qui t'anime le truc. Ce que je fais, ça va un petit peu plus loin. Je fais un tableau par section. Et donc, tu as des tableaux qui ne sont pas présents forcément au départ, parce que toutes les sections ne sont pas. Oui. Il vaut mieux démarrer avec des sections vides que pas de sections. C'est un bon tuyau de TableView. Si tu sais que tu as 3 sections potentiellement, il vaut mieux démarrer avec 3 sections vides. Puis tu rajoutes les cellules dans la section. Ça évite de dire que la dernière section, si la section du milieu n'est pas là, alors c'est la 1, sinon c'est la 2. Quoi. C'est toujours la 3, enfin c'est toujours la 2, parce qu'on commence à 0. Parce qu'une section vide, le header il va pas s'afficher. On peut l'enlever, je crois. Non, alors là, il faut gérer dans les méthodes de délégation, de dire je retourne le nul dans la view. Après, tu vas t'emmêler les pinceaux avec les index pass. Tu ne sauras plus qu'est-ce qu'il y a à l'index pass section 0, 2. Ouais, ça, Mais moi, ce que je veux dire en j'ai gros, c'est noté. qu'on utilise quand même du coup un TableView dans ce cas-là. On utilise quand même un TableView. Oui, enfin, plus ça va être complexe, plus on va être dans TableView. Après, la question, est-ce que ta question, c'est est-ce qu'on va dans Collection View? Par exemple.
Un formulaire dans une collection view, ça. Non, ça n'a pas trop de sens. On en sent- Pas pour celui-là, pas pour ce cas-là. Non. On parlait de flow layout, là. Tu parlais d'héritage de flow layout Ouais. pour la collection view. Quand tu fais ça, sur quoi tu as la main en fait? Qu'est-ce que tu peux modifier sur le comportement par défaut? Bah, si tu hérites de flow layout, ça doit être des trucs à la marge, donc tu peux pas lui faire un arc-en-ciel si tu veux. Mais si tu implémentes un layout de base, à partir de rien, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Vraiment ce que tu veux. Par exemple, le flow layout, tu vas pas pouvoir centrer les éléments dans la ligne. Ouais. Comme on l'a vu sur l'exemple d'Olivier, tout est aligné sur la gauche. Donc ça peut parfois être embêtant. Ouais. Tu peux pas non plus dire que les cellules doivent prendre toute la largeur disponible. Donc tu es un size to fit, si tu veux par là, de l'ensemble des cellules. Donc il faut faire ton propre flow pour apporter ce genre de... Par exemple, les cas où j'aurais un layout à écrire from scratch, par exemple, si on me demande d'écrire un programme télé, j'affiche une collection de programmes, de TV choses, et puis elles doivent se placer au bon endroit avec la bonne largeur, en respectant des règles métiers du style il y a un tic toutes les 5 minutes, quoi. Voilà, je mettrai une collection view. La partie, on va dire, data source est super simple, je mets tous les programmes, et la partie layout est un peu plus compliquée. C'est faire démarrer le programme sur l'axe X qui correspond au timestamp que j'affiche, et Y par rapport à la chaîne que j'affiche. Et là, comment il s'appelle, Collection View, il nous laisse la possibilité de dire ce que représente une section. Par exemple, on pourra faire une section par chaîne. On pourra faire une section par bouquet. Il n'y a pas, oui, c'est un index pass comme dans les table view, mais c'est pas on n'est pas obligé d'avoir une section qui est après une autre ou ce genre de choses. Ça, c'est tout à fait libre à l'implémentation du layout. Donc le principe d'implémentation d'un layout, c'est on te donne en entrée un index pass. Alors, le layout, son principal boulot, c'est de retourner un objet qui s'appelle layout attributes, qui contient tout ce qu'il faut pour placer l'élément au bon endroit, en fonction d'un index pass et je crois que c'est tout, de l'objet peut-être. Enfin, bon. Donc il y a sa size et ses coordonnées en gros. Dedans, il y a la taille et les coordonnées. Ouais. Il y a moult sessions d'Apple sur les Collection View, fait par le French Doctor, le Good Doctor, qui est un Français qui bosse chez Apple, je ne sais plus comment il s'appelle, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à notre ancien docteur.